Bonjour à toutes et à tous. Alors je continue dans le cycle rétrospectif 2019 en partageant avec vous quelques lectures marquantes, pas toutes, mais quelques lectures qui m'ont le plus marqué. Donc, ou quelques relectures, quelques redécouvertes. J'ai commencé par le classique parmi les classiques, La Méditerranée de Fernand Braudel, le tome 1. Alors ce livre a 3 tomes. Je vous conseille de commencer par le tome 1. Si vous voulez vous en arrêter sur le tome, lisez celui-là d'abord. Et il va vous illuminer comme jette un coup de projecteur, comme un braquage de projecteur sur des choses que nous sentons, que nous subodorons, que nous soupçonnons. On sait qu'elles sont là, mais qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus, et on n'arrive pas à les voir dans tous leurs contours. Et bien, le génie de Fernand Braudel, c'est de mettre le doigt sur les coutures, les cicatrices, et ça permet de comprendre l'époque actuelle. Ce livre est un livre, pourrait sembler que ce soit un livre de géographe, puisque Braudel analyse l'espace méditerranéen, le climat, la topographie, le relief, le régime des pluies, les fleuves, la population, la démographie, et pour rendre compte des déterminants, des choses qui s'obstinent, qui sont là, qui résistent à l'être humain depuis toujours, notamment le climat. Et on comprend ainsi, par exemple, que l'agriculture méditerranéenne est une agriculture pauvre, une agriculture de la pénurie. Alors, quand on dit la diète méditerranéenne, Braudel dit, attendez, c'est une diète de la pénurie, c'est normal que les gens soient maigres, parce que la viande n'est pas suffisante. La viande rouge notamment n'est pas suffisante en Méditerranée à cause de la pauvreté des sols et du manque de pluie. On regarde avec Braudel, on découvre, moi je ne le savais pas, la vigueur des courants maritimes dans l'eau, un courant profond maritime, ou la vigueur de certains régimes du vent, qui explique la piraterie. Il raconte des naufrages, je ne sais pas comment il a fait pour trouver ces archives, mais il raconte des naufrages en Méditerranée au XVe siècle, d'une flotte commerciale d'une dizaine de bateaux qui allaient en convoi de Gênes vers Barcelone. Et selon la position géographique, donc ils étaient séparés par quelques kilomètres, un bateau l'un de l'autre. Certains se sont retrouvés en une nuit, au XIVe siècle, au XVe, en Algérie, en Tunisie. Les autres ont pu arriver à Barcelone, et la flotte s'est reconstituée 3-4 mois plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces, il y a des vents en Méditerranée qui écourtent les distances d'une manière hallucinante. Et ce qui est vrai dans le sens nord-sud est vrai aussi dans le sens sud-nord. Donc quand on voit, c'est ce qui fait que, c'est ce qui explique aussi là, le mouvement de la course. C'est le nom qu'on donnait à l'époque à la piraterie, qu'elle soit chrétienne ou chrétienne catalane, génoise, française ou autre, ou qu'elle soit turque ou bien algérienne, tunisienne ou de Salé au Maroc, un grand centre de corsaires. Quand on voit ça, quand on voit ces éléments géographiques du relief, du climat, on comprend les activités humaines dessus. Quand vous avez des vents qui peuvent vous envoyer chez l'ennemi en quelques heures, vous pouvez arriver au petit matin et puis faire la rasière, repartir. On comprend avec Braudel pourquoi il n'y avait pas de vie, presque pas de vie, de village fixe au bord de la plage, à Valence, à Malaga, même au sud de la France, même en Italie. C'était la peur du pirate qui vient par la mer. La vie sur le littoral, cette vie qu'on voit en vacances quand on va dans les plages méditerranéennes, c'est une vie assez récente. Les choses sérieuses, les choses précieuses étaient cachées en hauteur, loin des pirates. On analyse avec Braudel Venise, que j'ai découvert comme une énorme puissance de la fin du Moyen-Âge. Venise contrôlait des villes entières en mer Noire. Il faut regarder une carte, vous voyez l'éloignement géographique. Venise tenait tête aux Ottomans, toute Venise comme ça. Vous voyez des constances, par exemple l'Albanie. L'Albanie, déjà, au Moyen-Âge, envoyait des bandits autour de Venise, vous voyez la distance. Déjà, c'est incroyable. Vous voyez ce qu'a été la résistance de la Yougoslavie à la civilisation latine. Vous passez du Brovnik, je crois qu'à l'époque on appelait ça Raguse. Je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est ça. Vous passez cette côte d'Almat, là, vous tombez tout de suite sur les montagnes, sur des vallées, des peuples qui ont résisté. Ces peuples ont résisté à la civilisation italienne, mais ils ont aussi résisté aux Turcs, qui sont restés, je ne sais plus, de 1400, voire un peu avant, jusqu'en 1900, à peu près. Ces peuples ont résisté. Leur islamisation, quand ils ont été islamisés, était très superficielle. Ils n'ont pas été travaillés en profondeur par l'élément islamique.
Cette résistance-là, on la voit aujourd'hui par rapport à ces différences entre ces peuples et l'Europe. On comprend avec Brodel ce qu'a été la frontière orientale de l'Europe. Une frontière sèche, une frontière terrestre contre l'élément turc, en Hongrie. On comprend mieux Orban, hein. Même si on ne peut pas être d'accord avec lui, moi je ne fais pas ici l'analyse d'actualité, mais on comprend ces atavismes, ces réactions, ces réflexes naturels, qui sont les réflexes naturels de civilisation, qui ont été façonnés durant les âges par la géographie. Les Hongrois sont comme ils sont parce qu'ils sont à la frontière de l'Europe. Ils seraient différents s'ils étaient en Irlande, si c'était les Irlandais ou même je sais pas moi, des Bretons. Comprenez la Roumanie et la Bulgarie, leur résistance à l'élément turc, qui se sont fait dominer par les Turcs, mais ils n'ont jamais été convertis à l'islam, ou pas suffisamment, pas en grand nombre. Vous comprenez la chute des Balkans. La chute des Balkans a été faite non seulement par la qualité des combattants ottomans, mais aussi parce que la féodalité balkanique chrétienne était à bout de souffle. Les paysans, on en avait marre de leur seigneur. Et ils se sont rendus du moment qu'on les traite bien et qu'on leur enlève les impôts. On regarde Chypre, qui était une île vénitienne. On rendez compte, face à l'Anatolie, et qui était une expérience coloniale de Venise. Donc on nous parle d'expérience coloniale, c'est à la mode en Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs, mais ça a été expérimenté à Chypre par les Vénitiens qui ont mis des familles de Venise, donc qui parlent italien, ils ont fait une cour luxueuse et tout ça, mais ils ont surexploité les paysans. Et quand les Turcs ont poussé, eh ben, ils ont trouvé une colonne, une cinquième colonne, j'allais dire, à l'intérieur de Chypre, et qui a livré l'île avec, les clés de l'île à un envahisseur turc qui a été très intelligent, qui a bien traité les paysans, en tout cas des paysans de Chypre, en tout cas dans un premier temps. On comprend l'expérience coloniale espagnole, celle qu'ils ont fait plus tard en Amérique du Sud, ou même portugaise au Brésil, ou en Afrique, on la comprend en regardant l'histoire des musulmans d'Espagne, que Brodel raconte. Les musulmans d'Espagne ont été conquis, c'est la Reconquista, par les catholiques, mais il n'y avait pas d'État-nation à ce moment-là en Espagne. Il y avait une royauté, d'ailleurs plusieurs royautés. Il y avait la Castille, l'Aragon, il y avait des seigneurs. Ces seigneurs-là, qui étaient un peu comme en France, ces seigneurs-là tenaient tête aux monarques, qui n'étaient pas encore complètement soumis. Des seigneurs qui étaient des latifondières, qui avaient des terrains. Et ces seigneurs-là, ils avaient besoin de travailleurs. Et ils ont maintenu les musulmans qui ont été conquis, les paysans d'ailleurs qui tenaient tout le système d'irrigation, tout le savoir-faire agricole. C'était la high-tech de l'époque, hein. C'était la Startup Nation, c'était les musulmans d'Espagne, c'était eux qui tenaient le PIB. Le commerce, le petit commerce, toute l'agriculture. Ces féodaux, ces grands seigneurs ont résisté aux demandes du Vatican, transmises par les rois d'Espagne, d'expulser les musulmans. Ils leur ont dit on a besoin de nos musulmans parce que ce sont de bons travailleurs, ils ont la bonne technique, et puis nous les protégeons. Et ces musulmans d'Espagne ont été protégés par les féodaux catholiques durant des siècles, jusqu'en 1600 à peu près. Pour plusieurs raisons, ils ont été expulsés vers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte ou ailleurs, ou même vers les Amériques. Ils ont peuplé le Brésil, ces musulmans-là, convertis évidemment, mais ils ont peuplé le Venezuela, le Mexique et autres. Et ces musulmans-là ont été la première expérience coloniale espagnole, puisque dans les grandes haciendas de Valence, ou même de Grenade, ou d'Andalousie, il y avait la grande maison à Casagrande, comme on dit au brésilien, il y avait la grande maison du féodal catholique avec son église, et puis il y avait une marée humaine de musulmans plus ou moins convertis à catholicisme, et qui étaient sous la protection, ils avaient le droit de vie ou de mort sur eux, et ils les protégeaient des vieux catholiques, de leurs voisins qui venaient les rasier, ils les protégeaient de l'Inquisition, et dedans, il a été inventé le business model des haciendas coloniales. Et à votre avis, on faisait quoi dans ces haciendas? Du sucre, la canne à sucre, qui est venue de l'Inde. Elle a mis je ne sais plus combien de siècles pour venir de l'Inde jusqu'en Espagne, à travers Chypre, on a bien en parlé, et puis elle est partie en Espagne, ensuite à Madère avec les Portugais, et puis les Antilles et l'Amérique du Sud. Donc cette expérience coloniale, elle est lumineuse. Moi je ne la connaissais pas, c'est Brodel qui explique ça, où vous avez une concurrence entre travailleurs locaux, les catholiques, enfin deux travailleurs locaux. Enfin, d'ailleurs les indigènes, je ne sais plus qui c'était, si c'était les Espagnols catholiques ou les musulmans d'Andalousie, de Valence, parce que quand on est sur place pendant 800 ans, est-ce qu'on est autochtone? Moi je trouve que oui.
Donc il y avait disons concurrence du prolétaire, entre prolétaires ou entre sous-prolétaires, entre les catholiques et les musulmans, et les latifondiaires espagnols, ils ont souvent préféré leurs musulmans parce que ces musulmans-là étaient sans défense. Ils étaient acquis à ces seigneurs parce que sinon ils auraient été massacrés ou expulsés. Ces musulmans étaient sans défense parce que les aristocraties musulmanes ont été expulsées très vite. Lors de la Reconquista, ces aristocraties musulmanes ont été expulsées vers le Maroc, le Maghreb ou ailleurs. On n'est pas loin de thèmes actuels, on n'est pas loin d'abord on n'est pas loin du modèle qui a été celui du Brésil et de l'Amérique du Sud jusqu'aux années 40-50 du siècle précédent, et on n'est pas loin du modèle actuel où vous avez des élites, soi-disant éclairées, qui exploitent un prolétariat qui est fragilisé, parce qu'il est souvent sans papier. Quand il a des papiers, il n'a pas le capital culturel pour occuper les positions de pouvoir. Et vous avez une haine, un ressentiment entre différentes composantes de la population qui se battent pour les mêmes jobs, ou qui se battent en tout cas en bas d'échelle sociale. Bon, il ne faut pas faire d'Uchronie, ni refaire l'histoire, ni faire des anachronismes, mais on voit cette concurrence et on voit qu'on n'a finalement rien inventé en Europe aujourd'hui, au XXIe siècle. Ce que nous appelons le vivre ensemble, ou ce malaise qui traverse les sociétés européennes, on l'a déjà connu. On l'a déjà connu, et c'est en lisant des maîtres avec un M majuscule comme Braudel qu'on comprend que l'histoire se répète. À la limite, pourquoi pas, mais il vaudrait mieux qu'on le sache, qu'elle se répète, au lieu de croire que tous nos problèmes sont récents. Il n'y a pas grand-chose de récent, en tout cas en Méditerranée, puisque la Méditerranée n'a pas changé. Son climat, ses régimes de circulation, sa topographie, ses peuples eux-mêmes n'ont pas beaucoup changé. Donc à lire d'urgence. Toujours chez Braudel, La grammaire des civilisations. Alors celui-là je l'ai en format Kindle, pas très pratique pour la vidéo, mais croyez-moi, il a été stabiloté à outrance. Un livre que je résumerai par une seule phrase. Ce livre, il couvre le soldat inconnu. Le soldat inconnu de notre époque, qui est la civilisation. C'est-à-dire que notre système international est très fort pour reconnaître la société civile, les ONG, les associations, les églises, les religions. Il est très fort pour reconnaître les États-nations, les organisations internationales comme l'ONU, l'Union européenne, l'OMS, l'OMC et autres, que sais-je. Il est très bon pour dialoguer avec les multinationales, mais il fait une croix, il a un point mort, un angle mort, c'est la civilisation, les civilisations. Alors quels sont, comme disent les Américains, the elephant in the room, l'éléphant qu'on ne voit pas, l'éléphant dans un magasin de porcelaine que nous ne voyons pas, et qui sont là, qui agissent, et qui expliquent les réactions épidermiques des gens, la personnalité, la manière dont les peuples réagissent différemment, à la douleur, à la guerre, à la pénurie, aux crises. Tout ça, c'est ce qu'explique Braudel, et il le fait de manière très apaisée, parce que c'est un grand optimiste. Bon, il est apaisé parce qu'il a une telle maestria, une telle... le contenu, il a vraiment la science infuse, parce qu'il a tellement réfléchi, il a tellement intégré les thèmes, il les a déconstruits et reconstruits. Ça coule de source chez lui. Et puis, il est l'homme des années 60, donc d'un monde assez apaisé, où l'Europe n'avait pas encore peur pour sa prédominance. Et tout ça, ça se voit dans son écriture. Et il écrit, il a réservé des pages magnifiques à la civilisation islamique, ni pour la critiquer, ni pour l'encenser, mais pour la décrire telle qu'elle est. J'invite tous mes amis musulmans à lire ces pages de Braudel sur ce que c'est que la civilisation islamique, ce que c'est que le monde arabe. Et moi, il m'a vraiment ouvert les yeux. Parfois, il confirme des choses qu'on sent déjà, mais avec Braudel, les choses deviennent, on dirait un stuc sur un mur en stuc décoré, ça cristallise, c'est bien écrit. Et il dit, voilà, le génie de l'Arabie, ça a été d'inventer l'islam, d'apporter le Coran, de faire les grandes conquêtes, et puis voilà. Depuis, l'Arabie est sortie de l'histoire. Ça a été très rapide, la grande époque, la splendeur de l'Arabie, quoi, 200 ans, 300 ans, même pas. Tout de suite, le relais a été pris par des peuples périphériques du monde islamique, que ce soit la Perse, que ce soit même au niveau du Levant, de la Syrie ou de Bagdad. Plus tard, les Ottomans et les Maghrébins, que ce soit en Tunisie, c'était les Fatimides, donc des Berbères, ou au Maroc, une succession de dynasties berbères ou arabes, ou encore dans la péninsule ibérique,
une périphérie par définition, où durant quelques siècles, plutôt un gros siècle, le Xe siècle si je ne m'abuse, a brillé de mille feux le califat omeyyade d'Andalousie. Et donc, en fait, l'aspect exceptionnel de l'islam, ce que raconte Brodel, je me réfère à lui, c'est cette espèce de poussée de vie qui est venue de là où on attendait le moins, de tribus des tribus bédouines. L'Arabie que nous voyons sous les yeux aujourd'hui, si on enlève les 4x4 et les drones, c'est l'Arabie de toujours. Et elle n'a rien de très... c'est pas Ispahan, c'est pas Ankor, c'est pas le Vatican, c'est quand même... c'est pas le grand raffinement. Et pourtant, cette Arabie-là, elle a eu ce message, si ce n'est universel, mais du moins pan-arabe, pan-islamique, qui a changé le monde et qui a ravi la Méditerranée au monde occidental. Il a cassé la mâchoire méditerranéenne en deux, et depuis, le Maroc est un pays du Moyen-Orient, l'Algérie, la Tunisie ou autre. Cette parole islamique est même partie plus tard en Indonésie ou même en Afrique. Ce sont des vérités comme ça que Brodel révèle toujours sur le monde islamique. Il parle de la sortie de l'histoire du monde islamique, où il dit finalement, surtout les pays arabes, sont hors de l'histoire. Il ne le dit pas comme ça, mais ils sont à côté de la plaque. Ils ne proposent plus grand-chose depuis à peu près 1000 ans. Le déclin, la sortie de l'histoire, elle date depuis à la limite de la chute de Bagdad. Je crois qu'il y a eu deux chutes de Bagdad, l'une vers 1055, l'autre vers 1255 à peu près. C'était d'une part les Seldjoukides et puis après les Mongols. Et depuis, les pays arabes vivent sous occupation, à quelques exceptions près encore, Maroc éventuellement. Mais un pays comme l'Égypte vit sous occupation étrangère depuis le Xe siècle. Il y a eu les Fatimides, donc les Tunisiens, Berbères, il y a eu les Ayyoubides, ce sont des Kurdes, il y a eu ensuite les Mamelouks, ce sont des étrangers, il y a eu ensuite les Ottomans évidemment, et ainsi de suite. Donc vous voyez une sortie d'histoire qui est très longue et qui explique beaucoup les difficultés qu'a le monde arabe aujourd'hui. Les pages sur l'Afrique, sur les civilisations africaines sont merveilleuses parce qu'elles ne sont ni pro-africaines, on n'est pas dans la négritude encore, et elles ne sont pas non plus colonialistes. On est dans une lecture de l'Afrique telle qu'elle est avec toutes ses difficultés et toutes ces, je dirais pas ses richesses parce que ce mot a été galvaudé, mais ses spécificités. Et il dit le drame de l'Afrique, c'est qu'elle, pour rentrer dans la modernité, elle a été obligée, de s'amputer de son monde spirituel, de son monde magique, de son animisme, qui fait toute sa beauté. Les pages sur l'Amérique du Sud, sur l'Amérique du Nord sont extraordinaires, puisque avec Brodel, on va vers le cœur des choses, sans polémique, et à la limite, ce bouquin doit être le livre de chevet de tous les décideurs, puisque les civilisations durent, elles perdurent, même avec les migrants. Les migrants voyagent avec leurs bagages et leur civilisation. Donc ce sont des choses qui... Les civilisations nous racontent l'avenir, elles nous racontent le passé, les prises de décisions prises par les générations passées, des manières de réagir à la guerre, à la sécheresse, à l'abondance ou autre, mais elles nous racontent aussi le futur. En comprenant la civilisation islamique, on comprend le futur, ce que pourrait être le futur du monde islamique, la manière dont les gens réagissent et comment ils ressentent le monde. Donc un livre urgent à lire et à relire, c'est un grand classique. Le livre de François Bert, un officier de Saint-Cyr qui a travaillé dans les parrains, à la Légion étrangère, un officier de Saint-Cyr, un littéraire, qui a écrit Le temps des chefs est venu. Alors, ce livre met le doigt sur une problématique très actuelle qui est transversale au monde de l'entreprise, au monde associatif et au monde politique évidemment, c'est la qualité des chefs. Alors, François Weber a développé une spécialité, une compétence là-dedans, dans l'accompagnement des dirigeants et pour qu'ils deviennent des preneurs de décision. Il a toute une théorie sur les dérives du leadership, où on est parti d'un leader qui doit être un chef naturel vers un leader qui est un manager de complexité technique, ou un leader qui est un vendeur, ou un leader qui est un chauffeur de salle. Donc avec François Bert, on revient aux fondamentaux du management, mais pas dans une manière comme les livres de management qui sont barbants en général, les livres de marketing qui sont barbants. Là, vous avez un livre qui est écrit par un spécialiste de la chose, dans des termes simples, dans un langage fluide, littéraire réellement, et qui moi j'ai
presque tout, tout stabilité, tout surligné. Et François Bert, il a une spécificité, c'est qu'il prend des exemples très récents, il analyse la personnalité de Macron, celle de François Hollande, celle de Sarkozy, qu'il rapproche de celle d'un chef de bande, pas pour le critiquer, mais pour dire que c'est un leader dans l'émotionnel. Soit on l'aime, soit on l'aime pas, soit on fait partie de la bande, soit on ne fait pas partie de la bande. Et ce que dit François Bert, ce qu'il dit, c'est qu'un leader, un chef, il a besoin d'émotionnel, mais il n'en fait pas son fonds de commerce. D'ailleurs, un leader n'est pas un vendeur. Un leader est un preneur de décision en série, capable de prendre des décisions, capable d'avoir un rendez-vous avec l'événement majeur, capable de conduire le groupe vers la victoire. C'est le grand délivrable du leader, c'est la victoire, suite à des prises de décision, étape par étape. Et la conclusion naturelle de cela, c'est une espèce de... je ne dirais pas c'est de retour au réel, j'allais dire du fatalisme. Non, c'est un retour au réel, et pour reconnaître que le leadership est une notion qui est dans l'inné, ça se travaille. Ce qu'on peut travailler, c'est la culture générale, c'est l'expérience, et révéler le potentiel. Mais le potentiel, on est avec ou pas. Et ce n'est pas une qualité ni une critique. Ce que dit François Bert, c'est qu'il faut savoir choisir les leaders selon leur qualité de prise de décision et d'écoute. On prend une décision après avoir écouté. Ce qu'il appelle l'écoute qualitative, qualifiée et constante du contexte, c'est-à-dire le discernement. Et donc le problème, c'est pas d'avoir des chefs ou pas, il faut d'abord avoir des chefs qui sachent écouter le contexte pour prendre des décisions, qui aient la capacité, la fraîcheur mentale pour prendre des décisions, qui ne soient pas épuisés ou surmenés. Et si on n'a pas ça, il faut les complémenter avec des gens qui ont discernement. Ça qui est bien avec François Bert, c'est qu'il est dans le réel, hein, il est dans l'entreprise, dans la réalité, dans la prise de décision. Il n'est pas dans le monde merveilleux des universités, il ne réfléchit pas sur PowerPoint ou en laboratoire. Il dit, dans plusieurs PME, plusieurs startups, plusieurs organisations, même des ONG, hein, vous aurez souvent des chefs qui n'ont pas cette capacité de discernement, et il faut leur donner. Dans leur entourage, il faut qu'ils sachent s'entourer de gens qui sont dans l'écoute du contexte ou dans la tactique, moins que dans la stratégie abstraite. Voilà, un livre à lire, puisque je fais beaucoup confiance à des profils comme celui de François Bert, qui sont des gens qui ont un background de culture générale très française, très classique, mais qui ont les deux pieds joints dans le réel des startups, dans le réel de la prise de décision des multinationales, dans ce capitalisme qui est le nôtre. Et moi, en plaisantant, je dis souvent, donnez-moi 500 François Bert et la France, je vous la relève en une nuit. Hein. Parce que c'est des gens qui ont à la fois le côté honnête homme au sens classique, culture générale, amour du passé, et puis une capacité à intervenir, à agir dans le présent, et qui est assez admirable. Et François Bert, je crois qu'il dit quelque part qu'il faut être capitaine de sa propre vie. Et c'est un conseil que j'essaie de suivre moi-même tous les jours. Croyez-moi que ce n'est pas facile, puisque tout est fait pour nous jeter loin de la salle de commandement de notre propre vie, nous jeter dans les bouquins, qui sont très confortables, les idées abstraites, ou nous jeter dans la résignation, ou dans l'admiration de footballeurs, ou de CEO d'entreprises lointaines de la Silicon Valley, alors que notre propre start-up, c'est nous-mêmes. Très intéressant, François Bert. Et un garçon qui a beaucoup d'avenir, à mon avis. Toujours dans la logique du chef, De Gaulle, 1969, par Arnaud Tessier. Là, on est dans une autre dimension, on est dans une analyse de la personnalité de Gaulle et surtout de son projet, par Arnaud Tessier, qui est un grand spécialiste de Gaulle. Ce n'est pas une énième biographie du général, loin de là, puisque Arnaud Tessier s'occupe de la dernière année de Gaulle, sa dernière année au pouvoir, et on découvre un président général extrêmement pressé de faire une révolution, plusieurs révolutions en France. De Gaulle était pressé parce qu'il avait compris avant tout le monde que le capitalisme mondialisé allait faire la peau à la France, ou du moins l'affaiblir fortement, la diviser, la diluer. C'est ce qui est arrivé 50 ans plus tard. De Gaulle l'avait compris dès les années 60. Il a eu de très belles paroles là-dessus. Et il voulait doter la France d'anticorps pour rentrer dans la mondialisation, même si à l'époque on ne parlait pas de mondialisation, mais De Gaulle avait déjà cette vision-là. Il fallait immuniser la France pour lui permettre de rentrer dans la compétition mondiale sans se diluer, sans perdre sa force. Il ne parlait pas trop d'identité, au sens étriqué d'aujourd'hui, mais il parlait de la grandeur de la France. Il voulait que la France soit dans le ring
et pas à côté du ring, à compter les points entre la Chine et les États-Unis, ou le Nord et le Sud. Il faut que la France participe à la Ligue des Champions et la gagne. Ce qui n'est pas du tout l'ambition aujourd'hui de notre chère classe politique. Comment le faire? Eh bien, avec des réformes révolutionnaires comme la réforme de l'État français, pour le rendre comme une espèce de corset ou même de gilet pare-balles, pour qu'il prenne les coups donnés par la globalisation, par la dilution de la langue française sous les attaques de l'anglais et autre chose. Il voulait que ce soit à la fois un gilet pare-balles, mais aussi un corset pour éviter que la société se dilue dans le consumérisme, dans la haine de soi, cette espèce de culpabilité que nous avons en permanence aujourd'hui, et qu'elle n'oublie pas sa colonne vertébrale qui vient de la monarchie française du Moyen-Âge. Plusieurs disent que notamment Zemmour, que je respecte beaucoup, mais il dit souvent que le catholicisme a fait la France. Oui et non. Quand on lit le bouquin d'Arnaud Tessier, on se rend compte que le catholicisme a fait la France, oui, mais surtout les féodaux ont fait la France. La féodalité a fait la France. Ça, Braudel le dit aussi. Une petite France en Bourgogne, une petite France en Lorraine, en Aquitaine, en Bretagne, en Normandie, et puis les rois ont continué cette France-là en lui donnant un État. Cet État, ça a été forgé dans les palais royaux, dans les grandes familles royales françaises, les Bourbons, les Valois et autres, et il a été prolongé par les républicains, de Gaulle notamment, mais d'autres avant lui. Et le catholicisme dans tout ça, c'était une constante, un élément fondamental du melting pot français, c'est l'ingrédient français qui lui donnait un État-nation fort, mais il n'était pas l'ingrédient unique. Et avec Arnaud Tessier, on se rend compte que l'État français, c'est un capital immatériel inouï, que la France ne devrait pas gaspiller, et qui a été gaspillé avec la réforme de la Gaston Defferre, la régionalisation sous Mitterrand, et qui a été encore plus maltraité avec la réforme des régions de M. Hollande, qui ont fait perdre à l'État ses muscles. Bon, l'État reste fort, mais il perd en efficacité, il y a un empilement de niveaux, il y a un État obèse, parce que empilement d'élus, de conseils régionaux, empilement de niveaux administratifs, pour une efficacité de plus en plus réduite. Les Français le voient bien, les Gilets jaunes montrent ça aussi. Un grand défait de gestion du territoire, d'aménagement du territoire, et dans le livre d'Arnaud Tessier, on voit déjà le souci du général, avec la création de la DATAR, la Direction pour l'aménagement du territoire. Il a vite compris cette fuite en avant vers la métropolisation, et avec cette dérégionalisation folle, qui aurait pu, enfin qui a accompagné la métropolisation, on a recréé des espèces de baronnies régionales sans aristocratie, sans élite, juste pour dépenser de l'argent et diluer les responsabilités. Et De Gaulle, en aspirant à réformer la régionalisation française, il voulait donner un supplément de vie, un supplément d'âme à l'État français, pour qu'il puisse aider la société française, la guider, comme j'ai dit, en tant que comme corset et comme gilet pare-balles, dans les évolutions futures. Malheureusement, cet héritage-là n'a pas été honoré complètement. Bon, il ne faut pas non plus noircir le tableau, il y a eu des choses qui sont restées dans la Ve République. Mais ce qui est bien avec Arnaud Tessier, c'est qu'il dit les choses de manière tellement modérée, tellement scientifique, dans un discours très simple et très fluide. Hein. Ce n'est pas un discours d'académicien ou d'universitaire qui parle à des universitaires. Arnaud Tessier parle aux Français. Mais il le dit d'une manière tellement douce et modérée qu'il fait des critiques très acerbes, je trouve, à la Ve République, où est-ce qu'elle est devenue. D'une manière, il fait des critiques qui passent bien. Ce n'est pas un polémiste ni un essayiste, c'est un grand esprit français comme on en fait de moins en moins, c'est-à-dire un généraliste, un spécialiste de l'âme française, de la civilisation française, mais qui est généraliste et capable de parler de tous les thèmes d'une manière intelligente et sans se perdre dans des querelles de chapelle. Chapeau Arnaud Tessier, à lire. Vous n'allez pas vous ennuyer, enfin j'allais oublier une chose importante. Ce livre m'a réconcilié un tant soit peu avec De Gaulle. Alors qui suis-je moi pour me fâcher avec De Gaulle? Lui, le géant de l'histoire, un des géants de l'histoire française ou même mondiale, mais j'ai toujours eu une critique permanente par rapport à De Gaulle, face à De Gaulle, en relation avec la guerre d'Algérie et la fin de la guerre d'Algérie, qui était un énorme bain de sang, un sacrifice inutile, soit des pieds noirs. On aurait pu faire autrement que de les balancer à Marseille
chez les dockers de la CGT ou chez Defer, le maire de Marseille, qu'ils a maltraités. On aurait pu faire différemment quand même. On aurait pu mieux les accueillir en France et on aurait pu gérer leur sortie de crise, leur sortie de l'Algérie, pas comme des malpropres, mais comme des gens à respecter. Ça aurait pu se faire avec un peu plus de concorde. Pareil pour les harkis, pareil pour les militaires français qui ont été humiliés en Algérie alors qu'ils ont gagné la guerre. Et puis, d'énormes absences de Gaulle par rapport au gouvernement du FLN qui a été, ça c'est pas Arnaud Tessier qui me l'a appris, mais qui a été financé par la France. Il faut savoir que la France a fait des avances de trésorerie au gouvernement d'Alger jusqu'en 65 de mémoire, alors que ce gouvernement n'a pas protégé les Français qui ont été enlevés après la guerre d'indépendance, jamais rendus pour certains, et qui a laissé faire plusieurs massacres, notamment massacres d'Oran, de juillet 62, mais aussi des massacres de Harkis. Je ne veux pas polémiquer, on va revenir sur le passé, puis je ne suis pas algérien, donc c'est pas à la limite mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours un différend avec De Gaulle, mais ce livre-là me permet de mettre tout ça dans un contexte. De Gaulle était pressé, il avait compris ce qui venait. L'Europe, le consumérisme, la dilution de la France dans des environnements supranationaux, la force des États-Unis, certain égoïsme américain, qui voulait une Europe vassalisée. Il voyait venir la Chine, il a reconnu la Chine de Mao en 64, presque avant tout le monde. Hein. Il a envoyé Guy Hermaz en Chine en 64 pour renouer les relations diplomatiques, alors que les Américains n'ont fait ça qu'en 70, 71. Et on a dit Nixon, Kissinger, des génies de la diplomatie, mais De Gaulle a fait ça en 64. Il a reconnu que le communisme allait se terminer, que la Russie avait un rôle à jouer en Europe, quoi qu'on en dise. Ça, il l'a fait dans les années 60. Donc il avait cette hâte de préparer la France, de la doter de l'armature pour affronter ce monde peuplé par des énormes puissances, par des énormes civilisations. Ça rejoint le bouquin de Brodel. De Gaulle avait compris qu'on avait affaire à des civilisations qui résisteraient au communisme, dans le cas de la Russie, ou dans le cas de la Chine. La Chine a résisté, elle a absorbé le communisme, et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La civilisation américaine, les civilisations africaines ou maghrébines, ou islamiques, tout ça, De Gaulle l'avait compris. Il voulait dégager la France de tout ça et la mettre dans son régime de croisière. Donc quand on lance un satellite, quand on veut le mettre en orbite, on dépense une énergie inouïe, quitte à brûler ce qu'il y a autour, et il a sacrifié. Il a sacrifié certains Algériens, certains Pieds Noirs, enfin les Pieds Noirs et une partie de l'armée française. Alors, je ne suis personne pour lui pardonner ou pour lui en vouloir. Je dis juste que j'ai toujours un différend avec lui. Mais lire Arnaud Tessier me permet de voir ce qu'a été De Gaulle, cette comète qui a traversé le ciel français. Et je ne sais pas si elle va pouvoir se répéter. Peut-être. Elle reviendra. Enfin, pour conclure, le livre de mon ami François Martin sur la mondialisation sans peur. Un livre qui date déjà qui a une dizaine d'années, mais qui se lit encore très bien. François Martin est un commercial de haut vol, commercial international. Il a travaillé dans le milieu des commodities, donc des matières premières. Et c'est un acteur politique aussi dans la région, en Ile-de-France, un acteur de la politique locale dans le 78. Et je crois qu'il a fait l'essai qui est HEC, hein, de mémoire. Donc c'est un commercial, un cadre supérieur, de grande volée, international, donc il connaît très bien l'Afrique depuis les années 60, il connaît bien l'Asie, l'Amérique du Sud, où il a travaillé dans le milieu des matières premières. Et dans la mondialisation sans peur, il essaye de dire aux Français, à son peuple, que la mondialisation, évidemment, ne peut se négocier qu'avec un travail moral, mental, cognitif. Donc un travail sur la civilisation française. Et non pas seulement un travail sur les paramètres économiques, la banque centrale, le taux d'inflation, l'euro, le taux de change, les tarifs douaniers autres, c'est important. Mais il faut une mystique. Il faut une vision globale. Il faut à la limite une religion pour s'insérer dans la globalisation. Ça rejoint ce que disait d'ailleurs Brodel quand il a parlé de la civilisation européenne. Dans la grammaire des civilisations, il dit on est en train de faire le marché commun. Parce qu'en 60, 62, on parlait de marché commun. L'Europe des 6, on dit on est en train de faire le marché commun, mais est-ce que les paramètres agricoles, le lait,
le prix du lait ou le prix de revient de, je sais pas moi, de la canne à sucre serait suffisant pour mobiliser les Européens pour affronter les tempêtes qui vont venir. On le voit bien aujourd'hui que l'Europe est sans dessus-dessous, même s'il est extrêmement riche, extrêmement performante. Donnez-moi l'industrie automobile allemande et vous verrez ce que je ferais de ça si on la transférait au Maroc. Hein. Donnez-moi l'aéronautique française ou seulement l'ingénierie française. Vous verrez si vous donnez ça à un pays du Maghreb, vous allez voir où ils vont arriver. Donc, l'Europe est très riche et l'Union européenne a permis d'accumuler cette richesse. Hein. Ce que dit Brodel aussi, c'est que l'Europe, le marché commun, la CE, ont permis au génie français, au génie allemand d'avoir un espace à sa mesure. De Gaulle l'avait compris aussi. Sauf qu'il voulait une Europe des États-nations, des gouvernements et pas une Europe supranationale. Donc l'Europe est riche, mais on voit bien qu'il est en désarroi parce qu'il lui manque le mental, il lui manque une morale de la globalisation, il lui manque une estime de soi, une conscience de soi. Et ce que dit François Martin dans ce livre, il donne des recettes pour recréer cette conscience de soi, pour déterminer ce qui est essentiel. En fait, déterminer des hiérarchies entre le stratégique, le tactique, entre l'essentiel, le superflu, entre le moral et le technique. Et aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation, notamment en Europe, très technique. Nous avons un président qui est un CEO, ou un CFO, Financial Officer. Nous avons des leaders de gouvernement qui sont des communicants, qui s'entourent de gens qui viennent de l'entreprise, qui rêvent de Startup Nation. C'est bien, mais nous avons besoin de chefs. C'est ce que dit le grand François Baird, nous avons besoin de chefs, des gens qui écoutent le contexte en permanence, qui prennent des décisions, juste prennent des décisions, qui commandent. Et, donc tout ce casting-là, qui à mon avis sonne faux, et nous le voyons bien, le désarroi des populations. Pourquoi nous avons des populistes aujourd'hui en Europe? Pas parce que les gens sont tout de suite en basculé à droite ou à l'extrême droite du jour au lendemain. Les gens votent populiste, ou souhaitent le populisme, ou ont de la sympathie pour le populisme de droite, parce qu'ils veulent être gouvernés. Ils ne veulent pas être gouvernés par Greta, par l'émotionnel, ni par des CEO qui parlent de paramètres et de lignes d'atterrissage du PIB, de perspectives, je sais pas moi, de l'inflation ou des taux douaniers. Ils veulent être gouvernés, des gens qui prennent des décisions, qui les protègent, même quitte à ce qu'ils soient impopulaires. C'est un des messages du bouquin de François Martin, c'est qu'on peut être impopulaire, mais il faut prendre des décisions, et c'est le long terme qui juge. Voilà, donc quelques livres qui m'ont impacté cette année, j'en avais d'autres, mais je ne vais pas faire durer plus cette vidéo. Je vous en parlerai une autre fois. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire circuler ou à m'écrire pour échanger ensemble. Au revoir.